cercle sans fin de mutation entre guillemets des bacilles et de multirésistance des bacilles à la tuberculose. Il faudrait peut-être, comme vous le disiez dans votre interview tout à l'heure, chercher d'autres alternatives, comme se pencher sur ce que peut faire la bile. Voilà. Oui, parce que cette course aux médicaments, aux antibiotiques, effectivement, c'est une course sans fin. C'est le mésusage des antituberculeux qui était très efficace dans les années 50-60. La rifampicine a été découverte fin des années 60. L'isoniazide était très efficace aussi. Il a été très efficace sur moi, si vous comptez. J'en ai pris, je crois, pendant 10 mois. Mais s'il y a un mésusage, on crée des résistances, des multirésistants, des ultra-résistances. Et ces bacilles ultra-résistants, qui peuvent se transmettre après par contagion, et qui transmettent leur ultra-résistance, constituent effectivement une très grande menace, et c'est une conséquence du mésusage des médicaments. Effectivement, qu'il aurait été infiniment préférable de mener des recherches sur le rôle de la bile comme moyen de stabiliser les bacilles de Koch, et on a pratiquement la certitude que la bile doit pouvoir le faire d'une façon ou d'une autre, que en extrayant certains éléments, en les reconcentrant, je ne sais pas, hein, on puisse produire un médicament qui serait capable qui serait extrêmement efficace contre les bacilles tuberculeux et qui n'engendrerait pas de résistance, parce que ce serait en osmose parfaite avec le bacille, qui n'engendrerait pas de résistance, ce serait d'une nature totalement différente. Les recherches, on pourrait les avoir débutées il y a 100 ans. Calmette et Guérin ont préféré s'orienter vers la filière bacille, la filière microbe, la filière vaccin, plutôt que de comprendre la découverte qu'ils venaient de faire, le bacille de Calmette et Guérin, non pas comme disant on a trouvé un vaccin, mais comme on a découvert que la bile avait la propriété de stabiliser et de réduire la virulence du bacille de Koch. Voilà l'orientation. Mais on a toujours le droit, voire le devoir de la prendre aujourd'hui, cette voie. D'autant plus qu'il y a les menaces des tuberculoses ultra et multirésistantes. En leur temps, dans les années 30, au moment où Calmette et Guérin œuvraient sur ce travail-là du BCG, ils ont été contestés par différents chercheurs, par exemple comme Linière de l'Académie de médecine, ou alors Ferru aussi. Oui. Malheureusement, le monde médical n'a pas suivi leurs travaux, qui parfois montraient l'inefficacité de cette méthode. Et en France, la vaccination obligatoire dans les années 50, en fait, a été placée d'une façon assez curieuse pendant fin des années 49 sur une séance où il y avait peu de députés pendant les vacances, et avec un président qui était à la fois juge et parti, puisque c'était le président de l'Assemblée nationale était à la fois le président de l'Institut Pasteur. C'était du Sénat, enfin. Oui, du Sénat, pardon. Le président du Sénat était un personnage important de l'Institut Pasteur. Voilà, c'était, semblerait-il, le président de l'Institut Pasteur. Oui, oui. Voilà. Il y a, donc en fait le BCG a été institué un peu en coup de force. En coup de force, en fait. Ça a été dénoncé. Oui. Et beaucoup de médecins en fait ont contesté cette. Tout à fait. Mais à l'époque, aucun médecin n'aurait osé vacciner par le BCG un enfant qui vivait dans un milieu contaminé. Il y avait d'ailleurs l'article 9 d'un décret d'application qui stipulait qu'avant de vacciner un enfant en milieu exposé par le BCG, il fallait d'abord le sortir de son milieu familial, l'isoler, le laisser isoler pendant 2 mois, lui faire un test tuberculinique à l'issue de ces 2 mois, et ne lui faire le BCG que si c'était négatif, avant de le replacer dans son milieu familial. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'antituberculeux pour soigner les tuberculeux contagieux. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas vacciner un enfant qui vivait à proximité d'un tuberculeux contagieux.
Ça, c'était l'article 9. Aujourd'hui, on n'a plus ce scrupule. Si un enfant, un nourrisson, va vivre dans une famille où il y a des tuberculeux contagieux, on dit « Ah, il faut faire tout de suite le BCG pour le protéger ». Alors que l'OMS préconise que si un enfant, aujourd'hui, que si un enfant a été découvert sans avoir eu le BCG, vivant à proximité d'un tuberculeux contagieux, elle dit toujours il ne faut pas lui faire le BCG. Il faut lui faire un traitement à l'isoniazid pendant 9 mois, et à l'issue de ces 9 mois, seulement lui faire le BCG. Et la question que je pose, mais pour quelle raison il faut faire cette procédure? Mais si l'enfant a déjà eu le BCG, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait rien. Mais on sait très bien quelle est la réponse. BCG plus contamination sauvage, à proximité à 1 ou 2 mois près, c'est pire que contamination sauvage sans BCG. Mais ça, on ne veut pas le reconnaître. Et aujourd'hui, dans un ouvrage de l'INSERM qui a été publié en novembre 2004 ou 2005, je ne sais plus, que j'ai là d'ailleurs, sur le BCG, on reconnaît effectivement qu'il avait été dit autrefois que cette superposition du BCG et du bacille de Koch à 1 ou 2 mois près était pire que le BCG, que la contamination seule, mais ils ajoutent « cela a été démontré faux ». Mais comment ils ont fait pour démontrer ça faux? Par des statistiques, exactement comme je le montre par ailleurs pour la variole, pour démontrer l'efficacité de la vaccination des contacts, c'est-à-dire qu'on noie les vrais contacts avec des faux contacts. On noie, si vous voulez, des enfants qui vont être contaminés peu de temps après avoir eu le BCG, avec des enfants pour lesquels ce n'est pas le cas. Ce qui fait que on ne voit plus rien. On noie statistiquement le problème. Donc, si vous voulez, vous avez une pièce de 1 euro qui est déséquilibrée du côté des piles, une pièce de 2 euros qui est déséquilibrée du côté des faces. Vous lancez la pièce de 1 euro 10 fois, la pièce de 2 euros 100 fois. Le résultat global va être déséquilibré du côté des faces, et vous allez dire que votre pièce de 1 euro et de 2 euros sont toutes les deux déséquilibrées du côté des faces. C'est comme ça qu'ils font. Donc au niveau des statistiques, ils ne seraient pas très compétents pour examiner, ou alors détourneraient en fait l'interprétation serait idéologique en fait. Je ne sais pas démêler entre l'incompétence et la mauvaise foi et une volonté orientée, si vous voulez. Je ne veux pas chercher à démêler. En fait, il y a les faits, Mais et puis ce que je veux simplement montrer, c'est qu'il y a effectivement des erreurs techniques de méthodologie, c'est indéniable, sur ces questions-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils le comprennent vraiment. Ils accordent un peu trop d'importance aux statistiques, telles qu'ils les font d'ailleurs, par rapport aux expérimentations rigoureuses animales. Il faut dire que ce sont des médecins épidémiologistes qui, eux, ne peuvent pas expérimenter, puisqu'on ne peut pas expérimenter sur les humains, et ils ont tendance à refuser ou à nier la valeur des expérimentations animales. C'est facile, on peut dire oui, mais l'être humain n'est pas un animal, donc ce qu'on a trouvé sur l'animal ne s'applique pas à l'homme, et on inverse les résultats. En fait, ils utilisent les expériences animales quand ça les intéresse, quand ça va dans le sens quand souhaité. ça va dans le sens... oui, la déformation va toujours dans le même sens, ça c'est vrai aussi. Quand les statistiques en fait montrent une idée, démontrent une idée, en fait elles sont utilisées, et quand ça montre le contraire, en fait on les met de côté, on trouve toujours un prétexte pour les alerter, tout en conservant le test tuberculinique préalable. Donc on dit que la superposition du bacille de Koch et du BCG, ça n'a pas d'importance, mais on fait le BCG qu'à des gens négatifs. Bon. Sauf pour les nourrissons, parce que là, à la naissance, ça ne sert à rien de faire un test tuberculinique, il sera forcément négatif, même si l'enfant a été contaminé. Puisqu'il faut un délai de plusieurs semaines si l'enfant a été contaminé pour devenir positif.